Quand un bébé met sa main ou les objets dans la bouche, on s'en pose pas de questions. On trouve que c'est normal. Puis même, on va encourager le comportement en leur offrant une suce ou des objets qui vont dans la bouche. Mais quand on est face à un enfant beaucoup plus vieux qui met les jouets dans sa bouche plutôt que les utiliser fonctionnellement, on devient préoccupé. Et probablement avec raison. Mais avant de commencer à penser à enrayer un comportement comme celui-là, il est essentiel d'en comprendre la fonction. Et voilà, justement pour vous aider à mieux comprendre et savoir quoi faire, une mini-formation en 2 parties dans laquelle on va explorer les 2 principales raisons pour les enfants de continuer à mettre les objets dans leur bouche. On va explorer des alternatives à court terme et des pistes d'intervention à long terme. Alors, si vous souhaitez mettre de nouveaux outils dans votre sac à outils de parents ou d'intervenants, restez à l'écoute. Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute et aujourd'hui, je suis votre coach pour apprendre de nouvelles stratégies du monde de l'ergothérapie. Au-delà de l'alimentation, la bouche a 2 fonctions importantes chez l'enfant, la régulation et l'exploration. La régulation, ou dans ce cas-ci, on devrait plus parler d'autorégulation, c'est le processus par lequel l'enfant, ou les adultes, les êtres humains en général, vont prendre un moyen qui va viser le changement d'un état dans le système nerveux. En termes simples, l'enfant met un objet dans sa bouche ou sa main pour se calmer, pour gérer des émotions de stress ou peut-être pour s'endormir ou se désennuyer. Et l'exploration, c'est le processus par lequel l'enfant va mettre les objets dans sa bouche pour en apprendre plus sur son environnement, pour décoder la forme, la texture. Un processus en fait qu'il va faire plus tard avec ses mains et avec ses yeux. Mais quand il est tout petit, il y a beaucoup plus de récepteurs tactiles dans la bouche et l'enfant reçoit beaucoup plus d'informations sur la forme de l'environnement à travers l'exploration dans la bouche. Dans cette capsule-ci, la partie 1, nous allons discuter d'autorégulation avec la bouche. La prochaine capsule sur le même sujet, la partie 2, discutera de la fonction de la bouche dans l'exploration de l'environnement. La recherche de stimulation orale est dès la naissance et va rester la vie entière un moyen de régulation privilégié pour changer son état lorsqu'on ne se sent pas bien. Mais ce qui va changer au fur et à mesure que l'enfant va vieillir va être le choix des moyens qui vont devenir de plus en plus adaptés au contexte. Par exemple, quand je vais prendre une gorgée d'eau, je vais peut-être la garder un peu dans ma bouche et jouer un petit peu avec l'embout plutôt que mettre mon aiguisoire ou ma règle dans ma bouche. La fréquence aussi des recherches sensorielles par la bouche pour la régulation devrait diminuer avec l'âge en faveur d'autres moyens plus matures, par exemple exprimer mes émotions ou prendre une grande respiration comme un adulte m'aura probablement montré. On s'attend aussi à ce que la durée devienne de plus en plus raisonnable parce que si j'ai toujours un objet dans la bouche, eh bien mes mains sont plus libres, ma bouche n'est plus libre. Donc ça peut nuire à mes autres activités, ça m'empêche de jouer, ça m'empêche de parler, ça m'empêche d'interagir avec les autres, c'est un problème. L'intensité aussi devrait baisser. Ronger mon ongle un petit peu quand je suis nerveuse, ça peut arriver, ou mettre mon crayon dans ma bouche pour m'aider à me concentrer. Mais si ce comportement-là est intense au point que j'ai plus d'ongles, que je me blesse, que ça saigne ou que mon crayon ressemble à ceci, bien, c'est le temps d'intervenir et d'offrir du soutien ou d'autres moyens à l'enfant. Quand un enfant persiste à utiliser la bouche comme moyen de régulation principal, il faut faire 2 hypothèses. Soit que cet enfant-là a de plus grands besoins, il vit plus d'anxiété, il a plus d'émotions envahissantes qu'il n'arrive pas à gérer, ou soit qu'il manque de moyens efficaces pour se réguler. Dans les 2 cas, dans un premier temps, on va vouloir aider l'enfant à répondre à son besoin de régulation par la bouche, parce que c'est ce qui est disponible en ce moment, en lui procurant des alternatives qui vont être plus sécuritaires, efficaces, adaptées socialement à son âge et moins handicapantes, dans le sens de libérer ses mains et sa bouche pour ses apprentissages et ses relations sociales. Ce qu'on discute aujourd'hui est un problème assez fréquent que plusieurs compagnies ont mis sur le marché différents types d'objets qui
peuvent être offerts à l'enfant et qui ont trouvé beaucoup de succès pour soutenir la régulation chez plusieurs enfants d'une façon plus sécuritaire et adéquate. Ces objets-là ont différentes formes, différentes textures. Et comment savoir quel est le bon objet pour l'enfant? C'est la mauvaise nouvelle de la bonne nouvelle, c'est qu'il faut les faire essayer à l'enfant. Seul l'enfant va pouvoir nous dire quel objet va répondre à son besoin. Idéalement, si vous fréquentez un ergothérapeute, vous aurez accès à ces différents objets-là. Sinon, je vous suggère d'observer le type d'objet que l'enfant que vous côtoyez, que vous voulez aider, met dans sa bouche et d'essayer d'approximer le type de texture, la consistance. Est-ce que c'est un objet mou? Est-ce que c'est un objet dur? Est-ce que c'est un objet en plastique? Est-ce que c'est un objet qui a une forme allongée ou une forme ronde? Tous ces indices-là vont aider à sélectionner le meilleur objet possible. Et la façon de savoir si l'objet qu'on a acheté pour l'enfant répond à son besoin, ce n'est pas nécessairement de lui offrir puis de lui dire « Aimes-tu ça? Essaye ça, prends ça » plutôt que de mettre les choses dans ta bouche, mon chéri. C'est plus de laisser l'objet disponible à la portée de l'enfant dans les contextes où il est sujet à mettre les choses dans sa bouche. Et l'enfant va être probablement porté à l'essayer. Et si c'est le bon objet, va continuer de l'utiliser. Ça vaut la peine de faire plusieurs essais avec différents objets. Si le premier que vous achetez ne fonctionne pas, dans le meilleur des mondes, vous en auriez quelques-uns de différents et l'enfant pourra faire ses explorations par lui-même et choisir ce qui lui convient. Si vous avez un enfant plus vieux, prenez le temps de lui en parler de vos préoccupations par rapport aux objets qu'il met dans sa bouche, au niveau du fait que c'est peut-être pas acceptable, mais que vous comprenez son besoin et qu'il fasse partie du processus de sélection d'une alternative, qui soit d'accord, qui a une habitude qui doit être changée. Et vous allez voir que le processus de transition vers un autre moyen risque d'être beaucoup plus facile que si vous tentez de faire ça à l'insu de l'enfant. Un autre moyen qui vaut la peine d'être essayé, c'est là que je vais mettre quelques enfants de mon côté, c'est la gomme. Bien sûr, si ça correspond à vos valeurs côté alimentation, que vous permettez la gomme à votre enfant ou que c'est permis à l'école, la gomme est très efficace. C'est discret et mâchouiller une gomme est très régulateur et d'autant plus que ça permet la sensation de proprioception, qui est une autre sensation qui va être calmante pour le système nerveux. Donc, on a un 2 pour 1 côté régulation avec la gomme. On peut aussi miser sur la prévention. Si on sait qu'un enfant qui a besoin beaucoup de stimulation par la bouche, on peut inclure des activités qui vont stimuler la bouche et des collations à différents moments de sa journée, particulièrement avant les contextes qui sont peut-être plus anxiogènes. Les collations qui stimulent bien la bouche sont les collations croquantes, par exemple des carottes croquantes ou bien de la glace ou qui a de la résistance dedans. Par exemple, un bagel qui est pas frais va faire travailler la bouche et des jeux aussi, ou des instruments de musique qui demandent de souffler, par exemple une flûte, vont toutes être des activités qui peuvent aider à moduler un petit peu l'état du système nerveux et diminuer les recherches sensorielles intenses au moment où l'activité déclenche de l'anxiété. En somme, jusqu'à maintenant, on a procuré des alternatives et on a misé sur la prévention. Mais il sera aussi souhaitable de déterminer les causes de l'anxiété ou des émotions envahissantes et d'agir à ce niveau-là également. Enfin, dans une optique d'intervention, on va vouloir explorer avec l'enfant les différentes émotions de base qu'il est normal de vivre, la joie, la tristesse, la colère et la peur. Mais on va aussi vouloir lui montrer que lorsqu'on a une émotion désagréable ou envahissante, on peut prendre des moyens pour changer notre émotion et se sentir mieux. Ensuite, ça va être intéressant d'explorer ces moyens-là. Par exemple, dans un concept de valise à solution. Oui, ça fait du bien de mettre quelque chose dans la bouche quand on ne se sent pas bien, mais quand ce n'est pas toujours approprié, on peut prendre un autre moyen, comme par exemple exprimer notre émotion avec des mots, prendre une grande respiration ou bien tout autre moyen qu'on pourra explorer ensemble.
On s'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié cette première capsule d'une série de 2. Laissez savoir aux gens que vous connaissez qu'on parle de ce sujet-là parce que c'est pas fini. On va se retrouver la semaine prochaine pour la suite. Pour être sûr de ne pas la manquer, inscrivez-vous à mon infolette. Je vais vous l'envoyer directement dans votre boîte courriel. Alors, bonne semaine et on se retrouve pour parler d'ergothérapie. Bye!